Compagnons conteleurs et conteleuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Shortlies. 2020 a certes été une année déplorable, les deux confinements ont fait beaucoup de mal à beaucoup de gens, mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a des personnes qui ont pu, grâce à ces deux confinements, se couper de la routine métro, boulot, dodo. Je sais rien et toi qu'est-ce que t'as envie de faire? J'en sais rien et toi qu'est-ce que t'as envie de faire? Je sais rien et toi qu'est-ce que t'as envie de faire? J'en sais rien et toi qu'est-ce que t'as envie de faire? Oh. Et ces personnes se sont finalement rendues compte qu'en dehors du travail, eh bien on se fait. Et comme l'être humain déteste rester inactif, pour pallier à ce problème, certains se sont enfin trouvé une passion ou une occupation. Je veux être renifleuse d'aisselle. Et enfin, certains en ont profité pour ouvrir un bon bouquin. Alors laissez-moi vous guider entre les chefs-d'œuvre et les navets qui peuplent les étagères de ma bibliothèque Ikea. Certains de ces livres resteront à jamais gravés dans ma mémoire, quand d'autres mériteraient tout simplement d'être enterrés avec l'année 2020. Alors allons-y. On commence le rattrapage des lectures de l'année 2020 par un livre qui m'a été prêté et conseillé par une amie, un livre qui s'intitule Chronique des terres émergées ou aussi Nihal de la terre du vent et écrit par Licia Troisi. Je vous avais prévenu, on ne va pas que parler d'actualité dans les Shortlies. Le personnage principal, Nihal, une dernière demi-elfe plutôt bagarreuse, désire en fait devenir une guerrière, et pas n'importe quelle guerrière, un chevaucheur de dragons. Et justement, son rêve va pouvoir se réaliser lorsque son village natal et toute sa famille sont décimés par une attaque éclair du fameux et puissant tyran. Nous avons donc un tyran tyrannique qui dirige un empire obscur. Nous avons aussi une héroïne orpheline 2 fois, faut quand même le faire. Et cette orpheline va donc devenir une guerrière qui va apprendre donc à chevaucher un dragon pour sauver le monde. Si cette histoire vous rappelle un petit peu Eragon, eh bien c'est normal. La différence notable, c'est qu'ici, Nihal, le personnage principal, est donc une fille, une femme. Et comme beaucoup de personnages féminins dans les livres de fantasy, Nihal est bagarreuse, tête brûlée, tête en l'air également, elle gueule sur tout le monde, elle gueule pour un rien, elle est un petit peu névrosée sur les bords, bref, je ne comprendrai jamais pourquoi ces traits de personnalité-là sont considérés comme faisant partie intégrante de la définition en fait d'une femme forte. Oh putain, mais merde. Et attention, je vais spoiler sec, mais de toute façon le livre étant sorti en 2004, je considère qu'il y a prescription. Alors j'ai trouvé tout le début vraiment sympathique à lire, très facile à comprendre, encore heureux. On s'attache assez vite au personnage principal, tout comme aux personnages secondaires qui sont petit à petit développés, et je trouve d'ailleurs que la manière dont ils sont amenés est assez originale. Je pense à Sénar et à Fen. Jusqu'au moment où en fait arrive la césure, donc l'élément déclencheur qui va perturber l'héroïne et le personnage principal. Elle décide avec un ami de rejoindre l'académie des Chevaliers Dragons, et c'est là que je trouve que le livre se perd mais complètement. Étant une femme, Nihal n'a pas le droit de s'inscrire à l'académie des chevaucheurs de dragons, des chevaliers dragons. Ce qui se passe, c'est qu'elle va entamer une sorte de grève de la faim pour essayer de forcer la main un petit peu au directeur de l'académie. Ça marche. Le directeur lui propose de combattre les 10 meilleurs élèves de l'académie. Ensuite, Nihal va passer tout son temps à se plaindre. Elle va se plaindre qu'aucun des professeurs ne désire lui enseigner quoi que ce soit parce qu'elle est une femme. Elle va également se plaindre des autres élèves qui sont tous jaloux d'elle parce que déjà elle les a tous battus à plat de couture, mais en plus c'est une femme. Donc Nihal n'arrête pas de se plaindre, et là dans ma tête je me suis dit, mais pourquoi t'as besoin d'eux? Pourquoi t'as besoin de cette académie? Tu sais déjà que t'es meilleur que tous les élèves de l'académie, tu sais en plus que les professeurs ne vont rien t'apprendre, donc tu sais que tu vas perdre ton temps. Alors pourquoi t'as besoin d'eux? Pourquoi tu restes? Il est évident que tout ce passage à l'académie, c'est un passage que j'appelle du remplissage. C'est un passage qu'on aurait pu facilement éviter en confiant directement en Nihal, vu qu'elle a des capacités absolument hors normes et qu'elle est meilleure que tous les élèves, et bien la confier directement à un instructeur personnel. Car chevaucher un dragon, apprendre à chevaucher un dragon, se lier d'amitié avec un dragon, et bien ça ne se fait même pas à l'académie, ça se fait auprès d'un instructeur personnel. Un instructeur qui s'appelle Ido. Ido est un gnome, même si dans certaines traductions il l'appelle un nain, et c'est le personnage type
de l'instructeur vétéran, un peu bougon, qui se donne des airs de méchant, mais qui n'est vraiment pas du tout méchant. Je trouve que le cliché du mentor, là, atteint son paroxysme quand l'héroïne, alors qu'elle s'entraîne avec son nouvel instructeur, eh bien l'instructeur vient la prendre par surprise, la désarçonner avec son bâton pour qu'elle tombe, et l'héroïne se relève et dit mais j'étais pas prêt. Et là l'instructeur il lui répond tout gravement mais on n'est pas à l'entraînement ici. À la guerre, ton ennemi n'attendra pas que tu sois prête. Ce ne sera pas ton cousin Roran que tu combattras. Ça ne sera pas avec des bouts de bois non plus. J'ai dû entendre ce dialogue un bon millier de fois. Bon, vous exagérez un petit peu. En plus, je tape sur ce livre alors que je l'ai plutôt bien aimé. Le plus gros souci de cette histoire, c'est que je n'adhère pas du tout au thème. Le thème, je le trouve injuste parce qu'en fait, il a fallu attendre l'avant-dernier chapitre pour que Nihal, en fait, Ido propose à Nihal de prendre un peu de temps pour elle, de s'éloigner de l'entraînement et de réfléchir à ce pourquoi elle se bat vraiment. Parce que Ido, lui, il en a marre de voir que Nihal se laisse ronger par le côté obscur. Donc pour pallier à ça, à l'avant-dernier chapitre, Nihal va donc rencontrer, comme ça, au détour d'une forêt, un fermier. Et en 2 paragraphes, ce fermier va devenir un membre à part entière de sa famille. En fait, c'est un passage où le héros se trouve une sorte de petite bulle protectrice, éloignée complètement en dehors de l'histoire principale. Et pour faire sortir ce héros de cette bulle et le ramener dans l'histoire, eh bien il faut obligatoirement percer la bulle, et donc un nouveau drame arrive, le fermier risque d'être tué, Nihal montre son vrai visage de guerrière qu'elle avait oublié pendant des mois, sa famille prend peur, n'a plus envie de côtoyer Nihal, Nihal retourne auprès de Ido achever sa formation, et fin du tome 1. Et là je suis absolument pas d'accord. Comment on peut confier une prise de conscience aussi importante à des personnages qui sont quasi tertiaires, qui n'interviennent qu'à l'avant-dernier chapitre? Je trouve ça vraiment dommage et limite insultant pour les autres personnages. Au final, toute cette histoire des chroniques de la Terre émergée, tout ce tome 1 m'a fait l'effet d'une immense bande-annonce, d'une grosse bande-annonce, dans laquelle au début on va poser des questions dramatiques, les enjeux, on va complètement les oublier tout le long du roman, on va les aborder 2 chapitres à la fin. Si tu veux la réponse aux questions qu'on a posées au début, eh bien achète les suites. Sauf que, faut pas se leurrer, dans les suites, ils vont faire exactement la même chose. Ils ne vont pas répondre aux questions de l'épisode précédent, ils vont faire quelque chose de complètement différent. Et si on veut la réponse aux questions du tome 2 et aux questions du tome 1, il faut acheter le tome 3. Et c'est peut-être là que je me rends compte que j'ai un peu trop vieilli, je ne suis plus du tout réceptif à ce schéma-là. Ça me rappelle un petit peu Prometheus tout ça. Et là, je vais m'adresser directement à vous, les auteurs. Quand vous écrivez une trilogie ou bien une saga, que ce soit de fantasy ou de n'importe quel autre genre, assurez-vous d'avoir assez de matière pour ça. Si vous ne le faites pas, vous serez un petit peu comme l'auteur, obligé de faire des chapitres de remplissage. Et c'est pas un mal en fait. J'arrive pas à croire que j'ai dit ça. En fait, si, c'est un mal quand on a, comme moi, atteint les 30 ans. Mais c'est pas un mal parce que il faut pas oublier que c'est un livre destiné à la jeunesse. C'est de la fantaisie jeunesse. Du coup, quand on est plus jeune, quand on est gamin, on est nettement moins regardant sur la qualité, on est nettement moins exigeant. Donc bien sûr que ça fonctionne, bien sûr qu'on va acheter les suites quand on a lu le premier. Et c'est là où je veux en venir, si vous avez aimé Eragon ou bien encore Les Chevaliers d'Émeraude, eh bien alors vous aimerez également Chroniques des Terres émergées. On passe sur un registre complètement différent, la ressortie de Dune de Frank Herbert à l'occasion de la sortie du film de Denis Villeneuve qui a été repoussé. Je vais être plus concis en ce qui concerne l'histoire de Dune. Dune, c'est avant tout une planète inhospitalière où pousse une épice extrêmement rare convoitée par toute la galaxie et surtout par l'Empire malveillant et malfaisant. C'est une histoire de complot, de trahison, de jeu de cour. Lorsque l'empereur décide de confier la gestion de Dune aux Altréides, qui est une famille opposante aux Harkonnen, eh bien l'empereur espérait déclencher une guerre entre ces deux familles pour pouvoir se débarrasser des Altréides qu'il juge un peu trop envahissants. Et notre jeune héros, Paul, le fils du chef des Altréides, est embarqué bien malgré lui dans cette aventure. Il se retrouve finalement perdu, seul sur la planète Dune, et il est tiré en avant en fait par le fil du destin, par une prophétie qui le destine à devenir le chef d'une rébellion grâce à ses pouvoirs quasi mystiques. Dit comme ça, j'ai vraiment eu l'impression de vous réciter le résumé de Star Wars épisode 4.
C'est vrai quoi, après tout, on a encore un héros qui a des pouvoirs qu'il soupçonne à peine, qu'il va devoir apprendre à maîtriser. On a un empire malfaisant, on a une rébellion, bref, c'est Star Wars. Alors que c'est l'inverse. Dune est arrivé avant Star Wars. Et là, on va commencer à toucher un problème qui va, à mon avis, de plus en plus toucher les œuvres anciennes. Comment vous faites pour découvrir et apprécier une œuvre lorsque vous avez en tête toutes les milliers de copies que vous avez déjà vues avant? Les références sont bel et bien là dans Star Wars. L'ennui, c'est que j'ai découvert Star Wars avant de découvrir Dune. Du coup, mon esprit est pollué par Star Wars. À cause de ça, en lisant Dune, j'ai eu l'impression d'avoir déjà lu cette histoire. Et là, j'envie extrêmement ceux qui ont pu découvrir Dune au tout début sans avoir l'esprit pollué par toutes ces copies de plus ou moins bonne qualité, tout comme ceux qui ont découvert Le Seigneur des Anneaux avant le film. Je les envie énormément puisqu'en fait, ils ont su apprécier l'œuvre dans toute sa splendeur. Et non pas l'œuvre parce qu'elle nous rappelle d'autres films ou d'autres livres qu'on a lus ou qu'on a vus. Donc vraiment, Dune, bien sûr, je le conseille, je ne peux que conseiller de lire Dune puisque ça a été une œuvre qui a influencé toutes les autres. Mais après, y trouver le réel plaisir, le plaisir originel, bien là, j'ai vraiment eu du mal. Je ne sais pas comment vous faites. Honnêtement, si vous avez un moyen de vous couper de tout ce que vous avez vu ou de tout ce que vous avez lu, c'est-à-dire être capable de recontextualiser l'œuvre à son époque, eh bien dites-moi votre secret, dites-le moi vraiment, parce que c'est quelque chose qui me manque là actuellement. Quand je vous disais qu'il est extrêmement difficile d'écrire une saga quand on n'a pas assez de matière pour ça, eh bien voici un livre, une saga qui se débrouille étonnamment bien. 3 de David et Stella Gemmell. Gemmell, jamais su. Ce n'est pas de la fantaisie, vous ne trouverez pas de créatures mythologiques ou bien de sorcières ni de magie dans cette histoire-là, mais pourtant, quand on la lit, on a vraiment l'impression de lire une histoire épique, dans le sens fantastique du terme. Alors je ne vais pas résumer l'histoire de Troie dans sa globalité, déjà parce que ça durerait plus d'1 heure à mon avis, mais voilà, Troie va revisiter l'histoire de la guerre de Troie, sans blague, une histoire en fait qui va d'abord essentiellement se concentrer sur la guerre autour de la cité de Troie. Et quand on parle de la guerre de Troie, on s'attend forcément à voir cette immense construction en bois, le cheval de Troie qui permet donc d'envahir la cité et de prendre la cité de l'intérieur. Et bien là non, c'est révisité de manière très intelligente. Le cheval de Troie, dans cette histoire, en fait, c'est tout simplement un régiment de Troyens, comme étant l'armée montée à cheval la plus puissante. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans cette revisite de la guerre de Troie, c'est que on ne s'attarde plus sur des personnages que l'on connaît par cœur comme Paris ou Hélène. Non, ça, ce sont des personnages maintenant qui sont devenus secondaires. On va plutôt s'intéresser à des personnages comme Ulysse ou comme Andromaque. Je trouve que c'est vraiment une manière très intelligente de revisiter une histoire que tout le monde semble ou pense connaître par cœur. Passons maintenant à Métro 2033 de Dimitri Gloukovski. La guerre a décimé la surface de la planète et les survivants de la ville de Moscou se sont retrouvés obligés de vivre dans les stations de métro. Stations de métro qu'ils ont fait fructifier au fil des années en micro-sociétés. Il y a les neutres, il y a l'Alliance et il y a les rouges, sorte d'héritiers bâtards du communisme. Et c'est dans ce contexte post-apocalyptique absolument fascinant que notre jeune héros, Artyom, est obligé de quitter sa station pour faire face à ses erreurs du passé et tenter de sauver l'humanité d'une menace mystérieuse. Et c'est un grand oui. Je ne vais même pas vous spoiler plus que ça l'histoire. Oui, allez lire Métro 2033. Je veux dire, le style est fort, il est poignant, c'est visuel, c'est vraiment le contexte dans lequel va évoluer Artyom fourmille de détails. C'est une manière aussi de vivre à la russe qu'on ne connaît pas forcément nous les occidentaux, donc on voit toute une évolution apocalyptique dans un contexte culturel qu'on n'a pas l'habitude de voir ou de lire. Le personnage principal, Artyom, il a beau être jeune, mais on s'attache tout de suite à lui, on s'attache tout de suite à sa motivation, à son objectif, à son parcours. Vraiment, ça marche. Il y a beaucoup de personnages assez cyniques. Lisez Métro 2033. Moi, je n'ai qu'une seule hâte, c'est de m'acheter la suite pour découvrir ce qui va se passer. Et ensuite, je vais vous parler d'une saga que je vais peut-être, probablement, analyser dans une future narralyse, The Witcher de Andrzej Sapkowski.
Là encore, je ne vais pas vous résumer l'histoire de cette saga. The Witcher, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Au tout début, c'est d'abord un recueil de nouvelles. Ce sont des petites histoires, des contes. On suit d'abord et avant tout les aventures de Geralt. Ce n'est que bien plus tard que l'auteur décide de construire une histoire avec un fil rouge et une intrigue autour de Geralt, mais aussi autour des personnages de Ciri et de Yennefer. On a une ambiance très dark fantasy, donc très cynique, très violente, très gore, très visuelle. Forcément, on s'attache énormément aussi à Geralt, et c'est là aussi qu'en fait on va commencer à toucher les points faibles. Geralt a toujours une manière bonne à lui de régler les problèmes, de régler les conflits, de régler une situation, et ça va toujours être un petit peu la même. Et c'est normal, faut recontextualiser l'œuvre dans son ensemble. À mon avis, The Witcher n'est pas une saga qu'il faut lire d'une traite. Il faut la voir comme une saga épisodique, c'est d'ailleurs ce qu'elle est à l'origine. L'auteur a vraiment cherché à publier des épisodes, comme si on voyait une série littéraire. Donc c'est pour ça que là, j'ai fait une pause au milieu de l'intégrale 2. Et d'ailleurs, je suis du genre à profiter des bonnes choses. Je préfère en profiter, je préfère savourer, quitte à ce que la lecture me dure des mois. Au contraire, quand je rush une lecture, c'est qu'en général, elle ne me plaît pas et que j'ai vite envie de passer à autre chose. N'hésitez pas à me rassurer dans les commentaires comme quoi je suis pas le seul à faire ça. Je vois tout le temps partout les gens, les grands lecteurs me dire qu'ils dévorent leur livre en 2 jours parce qu'ils l'ont adoré. Je serais triste de finir un livre que j'ai adoré en 2 jours. Et avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais vous faire redécouvrir un livre que j'ai lu quand j'avais à peine 8 ans, The Hobbit de Tolkien, mais cette fois-ci dans sa version annotée. Alors c'est une édition qui n'est pas du tout faite pour les premières lectures. Si vous ne connaissez pas le Hobbit, si vous n'avez jamais lu le Hobbit, choisissez une autre édition parce que dans celle-ci, il y a des annotations dans tous les coins. Sur toutes les marges, sur le côté, en haut, en bas. Et c'est aussi un livre que je vais conseiller à tous les étudiants qui sont donc soit en licence, en BTS ou en master d'édition. Car cette édition-là, eh bien, elle revient sur toutes les éditions du Hobbit précédentes, et parfois même sur des éditions étrangères. Donc on va avoir des illustrations de couverture de la version de The Hobbit sortie en Russie, par exemple. Ça va nous permettre de voir à quel point d'un pays à un autre ou d'une époque à une autre, on va avoir des techniques d'édition qui sont complètement différentes et qui sont aussi évolutives. C'est une pièce de collection qui aurait parfaitement sa place dans un musée. Ce sera tout pour les lectures marquantes de l'année 2020, et pour l'année 2021, je prévois tout simplement de lire la suite de Métro 2033, donc Métro 2034. Je prévois également de lire l'édition collector du Nom du Vent que l'on m'a offert. C'est ce que j'appelle une belle bête. Il y a aussi toute l'intégrale de Lyonesse de Jack Vance, un auteur qui m'a été chaudement recommandé, mais aussi des livres plus modestes comme Le Poison écarlate, et là je vous en dis pas plus, parce que franchement, c'est une bonne surprise et je vais sûrement vous en parler dans une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire quel a été votre livre le plus marquant de l'année 2020. Pour moi, ce sera sans aucun doute la saga 3 et le livre Métro 2033. Sur ce, je retourne à mes lectures. Continuez d'imaginer, de créer et de partager. C'était les Contes de Clé. À bientôt pour une prochaine vidéo.